ça va, il y a de la lumière en plus encore. Puis je crois même que ça va se découvrir. Moi. Ouais. On va commencer tranquille sur le cinéma et on va essayer après de rentrer dans l'entonnoir. D'accord. Le cinéma, pour toi, c'est quelque chose d'important. Alors, je vais essayer de préciser ma pensée. D'accord. On peut avoir un rapport au cinéma de type le cinéma, c'est ce qui nous sert c'est la machine prophétique de la modernité. Ce qu'on ne comprend pas, on peut le comprendre au cinéma. Ce que les Américains ne sont pas capables de nous dire, ils en font des films. Et d'ailleurs, il n'y a rien dans le cinéma américain qui n'ait pas été traité. Rien. Je suis d'accord. Et en général avant. Le pire est déjà scénarisé avant le vrai. C'est-à-dire que le pire est cinématographique. Ça a permis d'ailleurs à un certain nombre d'intellectuels français, je pense à Bernard Stiegler et à d'autres, de dire que au fond, l'Empire, c'est Hollywood. Oui. C'est pas le Pentagone, mais c'est Hollywood. Le Pentagone, c'est Hollywood. D'ailleurs, Hollywood, d'après Stiegler, a été conçu pour le Pentagone. comme machine de domination. En clair, machine à fabriquer des symboles, des universaux. Oui. Donc il y a cette manière-là de voir. Il y a la manière qui me séduit beaucoup, moi, qui est la manière d'Eisenstein. Non pas son cinéma, mais ses textes. Oui. En termes de destin, le destin du cinéma n'est pas advenu, dit-il en 48. Oui, c'est absolument, mais j'ai lu ça, moi, dans la bouche d'Artaud. Pardon. Absolument. D'ailleurs, Artaud, au passage, c'était un sujet dont je voulais qu'on parle, on n'en a pas parlé. Mais bon, ça sera pas une autre. D'accord. C'est un monde en tant que tel. Certes. Art, folie, oui. psychiatrie, déviance, errance, création. Alors on reste sur le cinéma. Donc il y a cette idée, d'un côté, que c'est une machine de guerre, de l'autre côté, que c'est une industrie, ce n'est pas tout à fait la même chose, de l'autre côté, qu'on est passé à côté du destin du cinéma, c'est-à-dire que ça reste à inventer. Ce qui est plutôt ma position. Mais je comprends. Je pense que c'est on n'a pas vu encore, on n'a pas vu, on n'a rien vu. Voilà. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Donc ça c'est en termes d'idée générale, et puis on a chacun dans la tête des Tarkovsky, qui nous illuminent ou qui nous rongent. Donc voilà, on va commencer par, pour toi, le cinéma c'est important, moyennement important, c'est un divertissement, c'est une mystique, c'est quoi pour toi? Le cinéma, en fait, ça aurait pu être probablement, on va dire, la littérature du XXe siècle. C'était sans doute ça, peut-être même son destin, entre guillemets. Il me semble que dans la première phase, disons, historique du cinéma, c'est peut-être quand même advenu ça. Dans les années 20, 30, peut-être 40 encore. Après, encore une fois, on passe dans l'autre monde de l'après-guerre, et peut-être que là, quelque chose, j'allais dire, c'est pas que quelque chose se perd, c'est peut-être simplement que le cinéma, à partir de ce moment-là, a du mal à peut-être à aller jusqu'au bout de son destin. Je vais dire comme le reste de l'humanité, peut-être. Alors ensuite, dans sa genèse particulière, c'est vrai qu'on peut, comme Stiegler par exemple, affirmer que le cinéma en fait a été fondé quasiment, j'allais dire, dans la continuité du rêve impérial américain. Mais j'en suis pas si sûr en fait. Comme toujours, il me semble qu'en Amérique, les choses se font aussi, comment dire, dans une forme d'innocence. J'ai bien dit une forme, j'ai pas dit dans l'innocence, mais une forme d'innocence. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'histoire d'Hollywood, c'est vrai, c'est quoi? C'est l'histoire de mecs qui avaient fait les Nickelodeon,
au tournant du XXe siècle, qui étaient souvent des juifs new-yorkais ou des gens, disons, de ce type de milieu, et qui soudainement se rendent compte que tiens, en Californie il fait beau tout le temps, que les filles sont jolies, j'allais dire, qu'on les trouve sur la plage, qu'on va faire le casting à 3h de l'après-midi en fumant un cigare. Et je crois que ça s'est fait un peu comme ça. Il n'y a pas eu, je pense pas, quand on regarde même les tout premiers films en noir et blanc des années 10, et même jusqu'à Griffith, il y a, oui, j'allais dire une forme de naïveté en fait. C'est-à-dire, c'est à l'époque, c'est une sorte de, oui, c'est la continuité des jeux d'ombre et de lumière, etc. Après, on commence à inventer une grammaire avec Griffith aux États-Unis, par exemple, ou Eisenstein en Russie, enfin en Union soviétique à l'époque. Et là, effectivement, le cinéma, on va dire, devient autre chose. Il devient une machine de guerre, mais il n'y a pas que les Américains qui s'en sont servis comme tels. Très vite, la puissance évocatrice du cinéma est apparue comme, disons, une arme psychologique évidente. Alors que ce soit après les régimes totalitaires ou pas, l'Union soviétique, les États-Unis, l'Allemagne nazie, la France républicaine, que sais-je, tout le monde est passé par là. J'allais dire, la littérature aussi était passée par là. Hein. Tous les arts, à un moment donné, ont été, j'allais dire, invités à servir les puissants de ce monde. Donc, je pense pas qu'il y ait une fatalité dans le cinéma, par exemple, par rapport à ça, parce que soi-disant ce serait l'image, l'audiovisuel, et à l'époque où on avait... Mais il y a quand même moins de photos de Brigitte Bardot sur le lit, au-dessus du lit des soldats du monde entier que de Marilyn. Oh, je pense que dans l'armée française, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, il devait y avoir pas mal de photos de Bardot, qui était quand même, on va le dire, d'une certaine manière, la Marilyn française, quoi. Maintenant, bon, c'est sûr que du côté du GI en Corée ou au Vietnam, on devait plus rencontrer des photos de Marilyn ou de Raquel Welch, par exemple. On peut sans doute imaginer qu'il y avait des photos de Marilyn au fond du sac à dos d'un combattant Viet Cong. Donc c'est plus difficile d'imaginer qu'il y ait une photo de Bardot chez le même Viet Cong. Ou alors chez un type du FLN algérien, oui. Quoique, je sais pas. Là-dessus, j'aurais peut-être pas de réponse toute faite. Parle-moi de ton cinéma, toi. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu des choses quand même tellement étranges dans les zones de guerre que j'ai visitées, qu'à la limite, ça m'aurait pas étonné qu'un soldat du FLN algérien ait une photo de Bardot au fond de son sac, sans que son capitaine de compagnie en sache quelque chose. De la même manière que peut-être effectivement des soldats viets avaient des photos de Marilyn ou de Greta Garbo, que sais-je. Maintenant, moi, mon rapport avec le cinéma, je crois que c'est un rapport assez, enfin, j'oserais dire banal de quelqu'un qui est né, enfin, dans les années 60, quoi. Par exemple, mon premier souvenir de cinéma, c'est un souvenir de Brigitte Bardot. Le premier film que j'ai vu au cinéma, donc dans une salle, hein, je me rappelle très bien, ma mère nous avait emmenés, ma sœur et moi. Alors, ça doit dater de 64 ou 65, il suffira de regarder la date du film. C'était, mon Dieu, un nanar invraisemblable qui s'appelait Babette s'en va en guerre. Avec Francis Blanche dans un rôle absolument épique d'officier nazi qui savait très bien faire. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que ce film, j'en ai pas vraiment un souvenir, sauf de une ou deux séquences, qui sont en fait des séquences, j'allais dire, entre guillemets, films de guerre. C'est deux ou trois commandos aéroportés britanniques, je sais pas trop ce qui se passe dans le film, je me souviens pas. Et je sais que cette image m'a marqué parce que c'était évidemment lié à l'histoire de mon père. Sinon, le film a été complètement oblitéré. Et le deuxième souvenir très fort que j'ai, qui date de la même période, c'est un western, dont vraiment je me souviens plus ce que c'est, il y a des cow-boys, il y a des indiens, à la télévision, en noir et blanc, à peu près la même époque. Donc d'un côté, j'allais dire, le fait que ce soit un film de Bardot, je m'en rappelle, le fait que ce ait été un nanar franchouille, sans intérêt, un peu d'importance, ce qui moi m'a frappé, ce qui est resté imprimé, c'est
le parachutage des British dans le maquis français. Et puis après, il y a le western américain classique, c'était peut-être un feuilleton, je me rappelle pas, qui s'est imprimé comme ça. Et après, je crois me souvenir que le premier grand choc, en fait, bizarrement, ouais, cinématographique, quand j'ai une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Donc là, on rejoint en fait les trois grands genres, peut-être, c'est-à-dire film de guerre, entre guillemets, western, film de science-fiction, qui ont fondé le cinéma aussi, quand même, quelque part. Il manque le polar là-dedans, mais il y avait par exemple, il y avait les, ah mon Dieu, les Incorruptibles, qui a rythmé, je me rappelle, toute ma petite adolescence, quoi. Là, tu es plutôt du côté du... C'est plutôt la télévision, c'est vrai. Oui, puis plutôt du côté de l'épique, pas du côté du huis clos. C'est vrai, c'est exact, oui. Dans le cinéma français, il y a toute une partie du cinéma qui est du huis clos. C'est exact, mais ça c'est venu plus tardivement chez moi. La découverte du cinéma, parce que quand on est enfant, moi en tout cas, le cinéma français, c'est pas qu'il m'intéressait pas, mais bizarrement il faisait partie un peu comme du quotidien, c'est-à-dire Jean Gabin, Fernandel, alors qu'effectivement quand on voyait John Wayne ou pardon, Steve McQueen ou je sais pas, Charles Bronson, Lee Marvin, que sais-je, tout de suite évidemment on était confronté à un autre monde. Ça c'est certain. Et évidemment c'était un monde open field, hein. C'est ça aussi le cinéma américain. C'est le cinéma des grands espaces aussi. Même le cinéma urbain américain est bizarrement un cinéma des grands espaces aussi, quoi. Alors c'est sûr que le cinéma français a une autre façon de voir les choses, évidemment, qui lui est propre. Alors je sais pas, moi je pense que j'ai découvert ce qu'on appelle le cinéma d'auteur et tout ça vers l'âge de 18 ans, je pense comme à peu près tout le monde, en découvrant les films de Godard par exemple, qui d'ailleurs est un gars à mon avis un peu plus singulier qu'on veut bien le penser, c'est-à-dire que lui aussi il a fait des films de genre. Je veux dire Alphaville par exemple, ou même Fahrenheit 451, c'est de Godard? Non, ça c'est de Truffaut, pardon. Excuse. Mais on va reprendre sur Alphaville. Ah, très bien. Mais c'est ça, quoi. Donc même Godard, même les gens les gens des cahiers du cinéma au début des années 60 étaient généralement des gens qui étaient très férus de cinéma américain et qui le disaient ouvertement, quoi. Donc c'est bizarrement cette nouvelle vague qui semblait vouloir plus se rattacher en fait à une tradition du cinéma américain qu'à la tradition, comme il disait, du cinéma en téléphone blanc, des comédies des années 50 françaises. 20 ans plus tard, ça a donné un cinéma français qui lui a une tendance peut-être un peu fâcheuse quand même à se blottir, j'allais dire. Sur son existant, quoi. Ça a l'air très difficile pour un cinéaste français d'imaginer un espace ouvert. Alors bon. Est-ce qu'on peut tenter de se resserrer un peu sur 2-3 films extrêmement importants pour toi? Ah oui. Donc, c'est sûr qu'en premier lieu, par exemple, un film comme 2001, j'ai dû le voir l'année de sa sortie ou l'année d'après. J'étais très jeune. Ça a correspondu à peu près au moment de l'alunissage d'Apollo. Enfin, c'est évident que c'est un film qui s'est lourdement imprimé. En plus, je l'ai vu une demi-douzaine de fois. On va dire que pendant ma prime adolescence, c'était comme mon film culte, quoi, si vous voulez. Et en plus, c'était un des premiers même films de science-fiction, je crois, que je voyais. Et c'est un film qui échappe déjà, j'allais dire, comment je pourrais dire ça, disons au calibrage du genre
C'est-à-dire que c'est un film de science-fiction, mais on peut pas vraiment dire qu'il y ait de martiens. Il y a un monolithe noir qui se balade dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. C'est bizarrement un huis clos. Enfin, si on enlève les 20 premières minutes, on est dans un vaisseau spatial avec 2 personnages et un ordinateur. Et en même temps, il y a tout. Même si j'en avais pas conscience, je sentais bien que les gens là qui faisaient ce film essayaient de nous dire quelque chose qui était de l'ordre de. À l'époque, je savais pas ce que c'était. C'est après que j'ai pu mettre des noms, mais enfin, disons de l'ordre de la métaphysique. C'est quand même assez troublant parce que ça doit dater donc disons 1970 cette vision. Puis à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait dans le cinéma de science-fiction mondial? Je sais pas. Enfin, des histoires de soucoupes volantes, quoi. Hein. Donc ça déjà, j'allais dire, c'est quand même, comme on dit en anglais, landmark. Hein, Après, bizarrement, à peu près à la même période, il était une fois dans l'Ouest. Je dois avoir juste 13 ans, parce que le film, je me rappelle, était interdit au moins de 13 ans, donc j'ai dû le voir peut-être en 71 ou en 72. Alors, c'est étrange, bon, à l'époque, moi, j'étais pas capable, j'allais dire, de faire ces segmentations, mais donc c'est Sergio Leone, donc c'est un Italien, c'est même pas un Américain, qui magnifie complètement le mythe du western, en fait dépasse le genre, quoi. On fait là vraiment un monument. Parce qu'il était une fois dans l'Ouest, c'est quand même un monument du cinéma, quoi. Il faut aussi Bon, moi je l'ai vu à 12 ans, après je l'ai revu plus tard, ça n'a pas pris ça n'a pas pris une ride, c'est magnifique. Bon, en plus, quand vous avez 12-13 ans, vous avez, comment s'appelle, Claudia Cardinal. Tout ça fait, ça fait beaucoup, quoi, on va dire. Henry Fonda, la musique d'Ennio Morricone. Là aussi, par exemple, dans 2001 Odyssée de l'espace, je me souviens qu'une des choses qui m'avait frappé à l'époque, c'était la musique. Pas tant d'ailleurs, j'allais dire, l'ouverture de Richard Strauss et tout ça, que la musique de Ligeti, le travail vocal, là, Ligeti, tiré de l'atmosphère, qui moi-même à l'époque avait été pour beaucoup dans l'immersion même, j'allais dire, que j'avais ressenti, quoi, à l'intérieur du film. Et je pense que la musique de Morricone pour le western, pour Il était une fois dans l'Ouest, a eu une importance aussi radicale. Je me rappelle que tout de suite après avoir vu le film, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter petit 45 tours de la musique du film. C'est un souvenir que j'ai. Je devais être en 6e ou en 5e. Et à la même époque, ou presque, j'allais dire un peu par accident, grâce à Jean-Bernard Pouy du lycée Romain Rolland, là j'ai peut-être, je sais pas, 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça, je vois Andrei Roublev. Et du coup, je crois la même année, Solaris de Tarkovsky sort, et donc je vais le voir, et là, c'est pareil, Donc entre l'âge, disons, de 10 et 15 ans, on va dire que c'est ces trois films-là, je pense, qui se sont imposés, quoi, définitivement. Il y a aussi un film, j'y pensais hier, dont malheureusement j'ai oublié le nom de l'auteur, je crois que c'est un Tchèque, et malheureusement il ne me revient pas le nom de l'auteur, ça me revient pas du tout. C'est un film qui s'appelle La Clepsydre, qui est un film absolument sublime, un film fantastique, magnifique. Enfin, je l'ai vu pareil, ça doit dater du milieu des années 70, quelque chose comme ça. Impossible de me souvenir du nom de l'auteur, c'est trop vieux là maintenant. C'est un film magnifique qui m'a aussi beaucoup marqué. Un film étrange, qui se passerait dans une sorte de huis clos, mais là aussi on sent que le fantastique ronge le dispositif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop pourquoi, quelqu'un arrive dans une grande maison, et en fait il va faire un voyage dans le temps, dans sa propre temporalité. C'est pas proustien, c'est-à-dire que c'est pas statique, j'allais dire, c'est que soudainement il se retrouve dans les fantasmes, dans les rêves de sa propre enfance, et ça devient un vrai monde. C'est vraiment magnifique. Je dirais que ces 3 ou 4 films-là, c'est un peu les films fondateurs qui après ont fait que, j'allais dire, qui m'ont servi un peu de crible au départ, quoi. C'est autour de ce genre de choses qu'après s'orientent mes goûts, je pense aussi, quoi.
Tu as parlé d'Andrei Roublev. Ouais. Tu peux en parler un peu davantage? Je suis un mauvais critique de cinéma. Par exemple, je pense qu'une des choses qui m'a le plus frappé dans le film, en fait, je l'ai compris plus tard. Il y a un plan séquence absolument mortel où la foule va rentrer dans la caméra suit la foule qui va rentrer dans l'église et la foule pénètre donc dans la nef comme ça et la caméra est toujours filme toujours vue de haut. À l'époque, je m'étais pas posé la question, mais plus tard, en lisant des livres sur l'orthodoxie, j'ai compris pourquoi Tarkovsky avait fait ça. C'est que, d'ailleurs, je les ai vus après aussi, enfin de mes propres yeux, c'est que dans les églises orthodoxes, l'œil de Dieu est au sommet, là-haut, de la coupole, et qu'il regarde donc constamment l'humanité. Et Roublev a eu cette idée de génie, bon, vu que c'est quand même l'histoire d'un fondeur de cloche, de planter sa caméra à la place de l'œil divin. Bah, je sais pas, il n'y a qu'un cinéaste hors du commun qui peut, j'allais dire, même avoir ce courage d'une certaine manière, de se dire je vais me mettre à la place de l'œil de Dieu. Évidemment, c'est pas gratuit, puisqu'on est bien d'accord, ça a un rapport direct avec l'histoire, mais je trouve ça très fort, quoi. Et ça, c'est bizarre, c'est quelque chose que j'ai compris après en découvrant l'orthodoxie russe. Il y a une autre séquence d'Andrei Roublev qui est absolument spectaculaire, c'est quand il monte au sommet de l'église et qui se jette dans le vide avec son espèce de ballon complet à l'air chaud et qui va se viander de l'autre côté de la rivière. D'ailleurs, c'est marrant parce que ces histoires de jet, ça rappelle aussi le lancer du stalker. Mais c'est sûr que après avoir vu Andrei Roublev, donc je pense peut-être, je sais pas, j'y vais comme ça, hein, 74 peut-être, avoir vu Solaris peut-être 75 ou quelque chose comme ça. Un type comme après Stalker, si mes souvenirs sont exacts, ça doit dater du début des années 80. 76. Ah bon? Ah, c'est si vieux que ça, Seigneur? 76 ou 79. Ah, ok. D'accord, ah, peut-être plutôt 79 alors. Oui, ce sont des films qui... en plus, c'est étrange, mais qui étaient pas d'un avant-garde... j'aime pas le mot maintenant, avant-gardisme, mais disons d'un... ils étaient vraiment à la pointe... mais c'est pas d'une modernité comme ça ostentatoire. Moi, je me souviens par exemple d'une séquence dans Solaris qui m'a vraiment marqué. Ils sont dans la voiture, donc ils sont pas encore sur la planète. Ça se passe ou alors peut-être que c'est un souvenir, je me souviens plus. La version russe, ça fait 25 ans que je l'ai pas vue, à 30 maintenant. Mais je me souviens. C'est très simple, la caméra est installée sur la banquette arrière, il y a les deux personnages qui discutent et on passe dans une série de tunnels et bizarrement donc on passe, j'allais dire, d'univers couleur sodium autoroute à une sorte de noir et blanc, j'allais dire soviétique, et je sais pas pourquoi, c'est un long plan, un assez long plan séquence, enfin en tout cas le souvenir que j'en ai, et qui m'a beaucoup marqué. Et pourtant, c'est jamais rien d'autre qu'un plan fixe de deux personnes qui se parlent dans une voiture. On change de sujet. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler du film que Kubrick n'a pas fait? Il n'a pas eu le temps de faire. Ah. Et est-ce que ce film qu'il n'a pas fait, est-ce que ce film te manque? En clair, est-ce que dans l'histoire du cinéma, des films qui n'ont pas été faits, est-ce que ce film-là te manque? Bon, quand un film n'a pas été fait par quelqu'un comme Kubrick, et je veux dire, et qu'on le sait, c'est probable, je vais pas dire que c'est un manque quotidien comme ça et tout, mais quand on y pense, on se dit quand même dommage. Quoi, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant, peut-être que... Pardon.
un film que n'aurait pas tourné Philippe Clay, par exemple, ça peut peut-être me poser de problème. Mais oui, en plus, son projet a été reporté, donc, et en lieu et place, il a fait Eyes Wide Shut, qui n'est pas un mauvais film. C'est difficile pour Kubrick quand même de faire un mauvais film, mais moi, un film qui bizarrement m'a pas beaucoup touché, je dois dire. Évidemment, Kidman est sublime, même Tom Cruise est étonnant. Bon, Kubrick est un très grand cinéaste. Comment s'appelle-t-il, Sidney, le réalisateur qui joue le rôle du type qui organise la partie, c'est Sidney Pollack ou Sidney Lumet, je me souviens plus non plus, excusez-moi. Magnifiquement dirigé, enfin bon. Mais bon, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir un espèce de film sur la nouvelle bourgeoisie américaine. Honnêtement, ça m'intéressait assez peu, quoi. Bon, il est parti trop tôt, il est parti, donc on pourra pas savoir ce qu'aurait donné, concrètement, visuellement, ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas fait Eyes Wide Shut, mais bon, voilà quoi. Oui, c'est pas un manque, c'est plus un regret, quoi. C'est de se dire, tiens, bon, pour des raisons diverses ou variées, il est peut-être pas allé au bout complètement, peut-être de son grand œuvre, quoi. Toi, ton rapport au cinéma, c'est quoi? Tu peux avoir deux types de rapports. Tu peux écrire en voyant les scènes, ou tu peux te demander ce que donneront tes scènes au cinéma. Et la question se pose en ce moment. Oui, mais c'est étrange. Moi, en fait, c'est pas par rapport au cinéma, c'est par rapport à ce que je fais. Une fois que c'est fait, j'arrive plus à pouvoir considérer encore j'allais dire un investissement d'ordre émotionnel. Par exemple, réellement, hein, au risque de choquer peut-être même ceux qui vont les faire ou qui les font, à partir du moment où un scénariste ou un réalisateur, ou un producteur a acheté les droits du film, je considère avoir, moi, le droit de me taire. C'est-à-dire que bon, oui, d'accord, c'est une interprétation de mon livre, c'est son interprétation et il a payé pour la faire. Bon, je l'ai pas fait pour La Sirène Rouge, je le ferai pas pour le film de Mathieu Kassovitz, pour l'adaptation de Babylon Babies, je le ferai pas pour une éventuelle autre adaptation. Je sais pas comment expliquer ça, il y a soudainement une forme de mise à distance qui se fait. Puis surtout, il y a le fait que, ou alors je fais moi-même mon adaptation, j'allais dire, scénaristique au moins par exemple, voire même je vais jusqu'à vouloir faire moi-même mon propre film à partir d'un de mes livres. Soit, le livre existe en tant que tel, il a son autonomie, puis éventuellement il y a un film qui est fait à partir d'eux, qui vaut ce qu'il vaut, enfin bref, quoi, c'est... J'ai été, à une époque, j'ai fait 6 mois, en fait, quasiment en auditeur libre à Sancier, quand j'avais quitté Jussieu, en fait, dans les cours de cinéma. J'ai failli... j'ai été très attiré quand je faisais de la musique, déjà un peu par le cinéma. C'était quelque chose qui... Et puis, je me suis rendu compte que déjà faire un groupe de rock à 4, c'est difficile, alors monter une équipe de cinéma à 50, c'est pas la peine. Donc je l'ai pas fait, quoi. Enfin, je pense pas que je le ferai. Mon rapport avec le cinéma, il est comment dire, moi je crois qu'il est très naturel, quoi. C'est-à-dire, je suis bizarrement assez bon public. Bon, par exemple là j'ai parlé de 2001, de Tarkovsky ou de Sergio Leone, mais étrangement, j'aurais pu parler de Louis de Funès, que je considère comme un authentique génie, je le dis très clairement, quoi. Un génie comique français, sans doute peut-être même le dernier. Des choses aussi peut-être
J'aime beaucoup aussi les films de Mankiewicz, par exemple All About Eve, j'ai dû voir ça, je sais pas, 5, 6, 7 fois, je sais pas quoi. Les films d'Otto Preminger aussi, en fait je vais avoir un côté midinette caché. Mais tout ce cinéma-là, de Glass-Cirque, tout ça, oui, ça à une époque j'ai beaucoup aimé ça. Hitchcock aussi, évidemment. Ouais, La mort aux trousses, ouais, ça je sais que je me rappelle avoir vu La mort aux trousses, pas au cinéma d'ailleurs, mais... ah si d'ailleurs, au cinéma, mais dans un ciné-club. Donc bon, un petit écran, machin, et je devais là aussi avoir une dizaine d'années, c'était quand je vivais à la campagne, et c'est un film qui, oui, ça m'avait quand même beaucoup marqué, quoi. Et là aussi c'est pareil, quoi, La mort aux trousses, bon, même si Hitchcock est anglais, je veux bien, enfin c'est typiquement le open range film, quoi, je veux dire, en particulier la méga séquence dans le champ de maïs, je crois, avec le carrefour, l'avion qui arrive, enfin je veux dire, l'horizon on a l'impression qu'à la limite même il n'y en a pas, quoi, enfin je veux dire, il est encore plus loin que là où il devrait être, quoi. Alors ça c'est quelque chose, j'en parlais avec mon ami Step, Hervé, là du groupe Dead Sexy, et c'est ça aussi peut-être l'Amérique, c'est que elle est faite comme ça. C'est comme on dit, je crois dans le Montana, Big Sky Country. Vous plantez votre caméra, de toute façon, l'espace est là. J'avais lu un truc très intéressant, je me souviens, sur Tarkovsky d'ailleurs. Mais par contre, je me souviens pas d'où ça vient. C'était, enfin, je veux dire, c'était une étude cinéphilique, enfin, je veux dire, cinématographique. Le type comparait, oui, c'est ça. Il comparait vraiment les valeurs de plan de Tarkovsky à celles de John Ford, dans, entre autres, ah, Seigneur, c'est pas vrai. Ah, mon Dieu, La fille du désert. Et alors, je me souviens pas de l'auteur, je me souviens pas du livre, c'est vraiment terrible, expliquait comment instinctivement l'américain, le cinéaste américain, face à un paysage somme toute analogue, hein, va très innocemment planter sa caméra plutôt vers le bas et magnifier même, ce qui est déjà magnifique, en faisant, on va dire, une légère contre-plongée. Et je me souviens dans ce livre, effectivement, il y a une photo où on voit John Wayne monter sur son cheval. Et alors, bon, le type explique, on a derrière tout le ciel de l'Arizona, etc. Tarkovsky, il nous montre une image du stalker, où là, au contraire, il montre que Tarkovsky fait des valeurs de plan constamment, toujours inverses. C'est-à-dire que lui, au contraire, il va aller choper le personnage un petit peu par le haut, pas l'écraser, mais le ramener, le rabattre un peu sur la terre. Bah, moi j'avais trouvé cette... ça peut paraître peut-être très... Enfin je sais pas, peut-être anodin ou peu intéressant, mais moi j'avais trouvé ça très fascinant. Le russe, l'américain, les deux manières, quand on connaît un peu la Russie, on se rend compte que ça ressemble beaucoup au Montana par exemple. Et bien pourtant, ils n'ont pas tout à fait le même regard et sur la nature, sur l'espace. Ils vont pas, ils ont les mêmes, enfin, ils ont le même matériel, j'allais dire, et pourtant, clac, ils vont pas prendre la même image. Ça, je crois que c'est très significatif, je pense aussi de ce qui sépare entre guillemets les deux conceptions du monde, peut-être qu'il y a d'un côté chez Tarkovsky et de l'autre côté, par exemple, même chez un Kubrick, par exemple. Ça dépend vraiment des films, parce que dans Sacrifice, par exemple... que je n'ai pas vu. On pourrait penser que c'est un américain. Ah, ok. Dans la manière de faire rentrer la plus grande part possible du monde dans le film. Ah, ok. Mais je ne l'ai pas vu, ce film-là. Alors, malheureusement, je ne peux pas en parler. Mais, oui, non, en plus, je pense qu'effectivement, c'était pas indicatif d'un systématisme, hein. Simplement peut-être de quelque chose d'inconscient même, j'allais dire de la part des artistes, quoi, des réalisateurs en question. Mais ça m'avait intéressé cette idée d'un côté d'une espèce d'innocence presque bizarrement réaliste socialiste et du côté américain, et puis d'une forme de maturité très stoïcienne en fait du côté de Tarkovsky, quoi.
Sinon, moi, mon rapport au cinéma, c'est ce que je te disais, c'est un rapport très simple. J'ai toujours aimé je pense que c'est normal, enfin normal, c'est assez logique, quelqu'un qui naît dans les années 60, donc bon, il y a déjà la télévision, je veux dire le cinéma est déjà à la maison, donc ça s'est toujours conjugué dans ma tête aussi avec la littérature, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Je sais pas, moi, L'île au trésor, Peter Pan. Ouais, t'es bon public. Oui, réellement, c'est vrai. T'es pas un ciné-fétichiste. Non, pas du tout. Tu te balades pas dans la vie avec des séquences de films que tu peux répéter par cœur. Non, pas du tout. Comme les adorateurs de Tonton Flingueur, qui sont capables d'imiter au quart de seconde près le bruit des balles. Sur, oui, tout. Ça, je sais le faire. Non, je suis pas, comme tu dis, un ciné-fétichiste. Ça m'empêche pas d'avoir, entre guillemets, je pourrais presque dire mes petits fétiches à moi, mais non, je suis juste quelqu'un qui aime ça, en fait, si tu veux. Oui, les Tontons Flingueurs fait aussi partie un peu de mon, j'allais dire, de mon patrimoine, d'une certaine manière. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, les films d'Audiard m'ont beaucoup plu quand j'étais adolescent. Mais effectivement, en même temps, je m'intéresse au cinéma, mais en tant que tel, quoi. Mais j'ai pas envie, quand je regarde un film, je sais pas, d'avoir un regard analytique. C'est comme d'ailleurs quand je lis un livre, il faut que, comme on dit ici, il faut qu'il me pogne, quoi. Hein, il faut quand même qu'il se passe quelque chose là. De l'ordre de l'immédiat, j'allais dire, bizarrement. Tu disais tout à l'heure que, en gros, pour aller vite, tu te contrefous de ce que va faire Kazovitz avec Babylone le Livre, mais tu n'avais pas l'air, dans le cadre des opérations, de trouver complètement anodine la version de Matrix. Ah oui, mais Matrix, c'est pas de moi. Donc bizarrement, bizarrement, ça va plus me toucher. Disons que ce qui m'a semblé problématique, par exemple, à partir d'une certaine époque dans le cinéma, entre autres de science-fiction américain, et Matrix en est un bon exemple, c'est l'absence totale de référence. J'oserais dire l'absence totale de tribut rendue à ceux quand même qui sont pour quelque chose dans l'invention de ce monde. C'est-à-dire que ce soit William Gibson au moins, quand même, pour le nom, Philip K. Dick, j'allais dire pour l'univers, entre guillemets. Or, bizarrement, ces deux noms, j'aurais pu en citer d'autres, hein, mais même ces deux noms-là n'apparaissent même pas au générique. Ça, c'est quelque chose qui me choque, par exemple. Parce que moi, quand j'ai vu Matrix, et même quand j'ai entendu parler de Matrix, j'étais persuadé que c'était une adaptation de Gibson, évidemment. Je vois le film, j'ai l'impression que c'est une adaptation de Gibson, mais jamais on me le dit. Je trouve pas ça très honnête. Honnêtement, quoi. En plus, probablement, le film aurait été bien meilleur s'ils avaient réellement fait une adaptation de Neuromancien, par exemple. Parce que bon, Gibson c'est quand même supérieur même à ce qu'ont fait les scénaristes de Matrix. Mais c'est ça, quoi. Il y a eu d'autres films, mais j'en ai pas le souvenir exact là où il m'a semblé qu'il y avait cette tendance. C'est-à-dire que c'est un peu comme si les idées de Dick ou les idées de Gibson, qui ont maintenant au moins 25 ans, étaient entrées dans le, j'allais dire, de fait, comme ça, naturellement, dans le domaine public et qu'on pouvait y aller. Qu'on pouvait pomper tout ça et puis se faire des millions de dollars sans jamais, ne serait-ce que rendre rendre hommage, quoi, aux gens qui ont inventé réellement ce monde-là, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué, ouais, vraiment. Et c'est quelque chose qui démontre aussi qu'on a changé d'époque. Par exemple, 2001 Odyssée de l'espace, qu'est-ce qui se passe? Pendant presque une dizaine d'années, Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick vont travailler ensemble. Ils vont bosser tous les jours ensemble sur le film, le scénario, etc., etc., etc. C'est tiré d'une micro-nouvelle de 25 pages d'Arthur C. Clarke au départ.
Donc je veux dire, Kubrick aurait tout à fait pu faire la même... Enfin, hein, on est d'accord, pu agir exactement de la même manière que les types de Matrix. Puisqu'en plus, même, j'allais dire, le gros du film 2001, c'est même pas le petit bout de la nouvelle de Clark. Donc il aurait pu être très libre à ce niveau-là, Kubrick, de faire ce qu'il voulait. Bon bah, il achète les droits de la nouvelle, il travaille avec Clark pendant une demi-douzaine d'années et il fait 2001 Odyssée de l'espace. Bon, 30 ans plus tard, là j'arrondis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des gens qui disent, ouais bon ben là en ce moment, cyberpunk, cyberspace, hein, donc on y va. Et yeah. Pas un mot sur ceux qui ont inventé les notions de cyberspace, les notions de Matrix, d'univers totalement, enfin neuro-immersif, je dirais, etc. Non, c'est pas normal. En plus, ça leur a coûté 2 cents, hein, c'est-à-dire écrire les deux noms génériques. Et même ça, non. À la limite, c'est comme si, c'est même pas comme s'ils n'avaient pas voulu le faire, c'est plutôt comme si ils n'y avaient pas pensé. Dans Théâtre des opérations, tu cites, pour t'en étonner, le fait que quand les stratèges américains militaires se réunissent pour envisager des scénarios Guerre des étoiles, ils invitent à la table de débriefing des auteurs de science-fiction. Ah, complètement. Et tu dis, quand même, on ne saurait pas faire la même chose en Europe. Non, en gros. C'est exact. Mais c'est ça l'Amérique, précisément. C'est que... La membrane entre la fiction et le réel en Amérique est quand même beaucoup plus... comment dirais-je beaucoup plus poreuse, je veux dire beaucoup plus osmotique qu'elle ne l'est par exemple en Europe. Effectivement, le programme Guerre des étoiles, à l'époque, je parle du premier, enfin à l'époque de Reagan, l'état-major, enfin j'allais dire le comité quoi, directeur du projet, la première chose à laquelle il pense, c'est d'inviter effectivement une demi-douzaine d'écrivains de science-fiction et pas des moindres, hein, c'est-à-dire Robert Heinlein, Poul Anderson, Larry Niven, j'en oublie là, enfin bon bref, une demi-douzaine de gars qui, évidemment, j'allais dire, c'est pas qu'ils travaillent sur le projet, c'est que c'est leur monde, ça existe déjà. Pour eux, ils ont déjà écrit 40 nouvelles là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça arrive pas non plus ex nihilo comme ça sur le coin d'une table avec un général 3 étoiles américain qui dit tiens si on invitait des romanciers de science-fiction. Non, non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout officier supérieur du Pentagone a un quota de livres de science-fiction à lire par an. Il y a un quota de livres de science-fiction à lire par an. Allez demander ça à un général de l'armée française. C'est tout juste d'abord s'il sait lire. Pardon. Non mais vous voyez, c'est la différence. La différence, c'est que l'armée américaine, c'est déjà l'armée du 21e siècle en 1980. Et c'est déjà peut-être, ils sont déjà en train de mettre au point l'armée de 2050. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez nous, avec nos porte-avions à parthénogenèse, qui perdent leur hélice en Méditerranée, sûrement à cause de la force des vagues, voilà quoi. Dites, essayez de dire à un général français dont la tradition, j'allais dire, remonte à 1940, qu'il faudrait qu'il lise de la science-fiction. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Dites-moi, jeune homme, on n'est pas en Amérique ici, hein? Ah voilà. Bah non, effectivement, vous n'êtes pas en Amérique. Et vous irez pas sur Mars. Parce que ça a l'air de vouloir dire que le travail d'invention du récit est simplement une manière d'inventer l'avenir. Ah oui, et que donc l'invention du récit, la production de récits,
C'est-à-dire la production d'improbables, d'imaginaires, qui par ailleurs s'appuie sur des corpus scientifiques sérieux. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Ils inventent beaucoup de choses, mais en fait, ils font du réagencement. C'est exact, souvent. Ils font de la compilation, oui. et ils mettent là-dedans de la dimension du récit. C'est ça. Du récit. Oui, oui, tout à fait. Et il y a toujours quelqu'un qui aime quelqu'un qui aime quelqu'un. Éventuellement, oui, c'est vrai. Toujours une vieille histoire d'amour, d'amitié, de trahison, oui. De trahison, oui. Enfin bon, il y a quand même Bien sûr, des ferments classiques, oui, universaux, oui. Qui ne vont pas beaucoup en s'en priver, d'ailleurs. Certes. Donc d'un côté, ça va chercher dans la librairie scientifique, et de l'autre côté, ça alimente la librairie politique. Ouais, très bien vu ça. Absolument. Pardon. Complètement. Mais nous, en France, on sait quand même faire des grandes choses, par exemple. Mais je ne nie pas ça. Les présidents de la République invitent des artistes, des philosophes à déjeuner. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que, à une époque, les présidents invitaient les éboueurs à déjeuner, je m'en rappelle. Et maintenant, on va inviter les philosophes. C'est-à-dire qu'on tombe de plus en plus bas. Maintenant, effectivement, un président américain risque plus, oui, c'est comme je te disais, un Reagan, même si effectivement, là, en Europe, il suffisait de lire de jeter un coup d'œil sur les caricatures de Plantu, du Monde, etc. On avait bien tous compris que Reagan était forcément un imbécile. Forcément. Déjà américain, en plus républicain, et dire, c'était forcément un idiot. Et en plus, ancien acteur, vous imaginez, c'est pas comme un ancien type qui avait porté la francisque, ça, madame. Donc, voilà, donc c'était un idiot. Il a juste remis en route l'Amérique, et 25 ans plus tard, c'est la seule superpuissance du monde. À part ça, c'était un idiot. Et puis à part ça, effectivement, au lieu d'inviter des philosophes à la Michel Onfray ou d'autres à déjeuner, il invitait des Robert Heinlein ou des Poul Anderson, qui étaient effectivement de vieux écrivains de science-fiction réactionnaires, et qui, en l'espace de 6 mois, lui ont montré que c'était possible, effectivement, de faire basculer l'armée américaine dans le 21e siècle. Même si, entre guillemets, le bouclier des étoiles, le programme bouclier guerre des étoiles n'a pas vu le jour, il y a eu tout un tas de programmes annexes qui ont abouti à des à des technologies très précises dont l'armée ou même maintenant les industries civiles américaines se servent outre mesure, quoi. Donc là aussi c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on vit dans le réel ou est-ce qu'on vit dans le fantasme? Bizarrement, comme je te disais, le renversement, c'est que le pays du simulacre, c'est aussi le pays de l'hyper-réel. Et puis le pays, soi-disant, de la réalité, eh ben, ça devient de plus en plus le pays de l'illusion. Moi, personnellement, je le souhaitais pas. Donc, je souhaite pas. Enfin, je veux dire, ça me met pas spécialement dans un état de jubilation avancé, hein. Mais je suis bien obligé de le constater, quoi. Et c'est un vieux trope aussi. Je veux dire, l'armée française, il y a une histoire à faire. J'allais dire précisément depuis que l'armée française est une armée de conscription nationale républicaine, on a vu à quel désastre ça l'a amené. Régulièrement, hein. 14-18, ça n'a pas non plus été. C'est pas parce qu'on l'a gagné entre guillemets cette guerre que ça a été forcément très brillant. 40, nos guerres de décolonisation toutes perdues, notre incapacité à intervenir en Europe à nos portes pour arrêter un génocide. Vaudrait même mieux à la limite ranger directement tout ça. Honnêtement, je suis pas pacifiste, mais là, dans ce cas-là, on se dit franchement, donnez-leur des voitures en plastique, quoi, qui fassent mumuse sur un circuit avec 2-3 chars. Ce sera pareil. Quand
le siècle commence, il commence avec toute une flanquée de films dont d'ailleurs la plus grande partie ont disparu. Ouais. Il commence côté américain par Naissance d'une nation, qui est quand même un film sur la boucherie universelle. Oui. Naissance d'une nation, c'est l'annonce des boucheries qui vont suivre. Ouais. Et d'ailleurs, Puis celle qui venait juste d'arriver, parce que je crois que le film date de 21, donc ouais, c'est ça. Ouais. non, il sort avant. Ah, il sort avant, Il pardon. sort en 14. Ah bon, ok. Vérifier, mais je pense que c'est 14. Ah ok. 13 ou 14. Ah d'accord. Donc c'est quand même accouchement, naissance dans la douleur, et la douleur, Accouche à nouveau d'un nouveau monde, oui. donc le cinéma, et puis après, côté soviétique c'est pareil, hein, c'est Octobre, c'est Oui, tout à fait. la ligne générale, Ouais, etc. absolument. Donc le cinéma rencontre du côté apocalyptique de l'accouchement du XXe siècle. Oui. Avant Oui. Avant les boucheries. avant la boucherie pour 14-18 Oui. et 39-45, je ne sais Oui, même pas comment appeler oui, ça. oui. Une boucherie va pas. Oui, non, même pas. C'est Je suis d'accord. Oui. autre chose. La fin du monde. C'est une explosion du culte catholique. Oui, c'est ça, non, c'est la fin d'un monde, c'est évident. C'est quelque chose qui disparaît. Curieusement, le cinéma a su voir ces boucheries jusqu'à Apocalypse Now d'ailleurs. Ouais. Mais il a dit très peu de choses significatives sur les camps, sur 39-45. Comme une espèce de... Parce que bon, je mets immédiatement de côté Benigni, etc. Non, mais c'est intéressant, justement. Mais pourquoi... Ta question, elle soulève tout ça. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de cinéma insupportable, inadmissible? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi on peut sortir indemne de toutes les projections? Pourquoi le pire qu'on ait connu, c'est quelques films américains qui ont supposé donner des idées à quelques serial killers. Ah oui. Mais à part ça, on n'a jamais vu quelqu'un sortir d'une salle de cinéma tétanisé. On n'a jamais vu quelqu'un sortir d'une salle de cinéma en disant désormais je ne parlerai plus. Je vais dans une grotte. Arrête. Je me retire. C'est fini. C'est-à-dire comme s'il y avait une limite au cinéma et que cette limite s'arrête au camp, à la porte du camp. C'est une question énorme parce que la juxtaposition précisément, disons, de l'indicible du camp d'extermination abouti, hein, Auschwitz-Birkenau, et puis de la caméra, c'est vrai que ça semble quasiment impossible, parce que la question qui est posée effectivement, c'est de savoir pourquoi après 45, on a pu continuer à faire des films, j'allais dire qu'on pouvait voir jusqu'au bout sans, j'allais dire, tomber dans les pommes ou être obligé de sortir, ou j'allais dire en fait, bizarrement, pour être à la hauteur de l'événement, je veux dire de l'événement dont on parle, pardon, il aurait fallu faire un cinéma qui tue. Je veux dire, le truc c'est ça, c'est que vu que le cinéma c'est le réel entre guillemets, enfin je veux dire, hein, c'est l'impression luminique directe de la réalité sur une pellicule qui est ensuite reprojetée, toujours grâce à un flux luminique. Justement, vous n'avez aucune distance avec le réel. Ça veut dire que quel récit on peut faire, quelle langue on peut employer pour réellement aller au bout, hein. Je veux dire jusque dans la chambre à gaz, donc on est d'accord. Faut aller jusque dedans. Puis au moment où le Zyklon B il sort. Aïe. Je sais pas si c'est envisageable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire oui, effectivement, la caméra, elle s'arrête à la porte du camp. Pourtant, bon, il y en a qui sont entrés, hein, je veux dire, on le sait, mais
j'allais dire, elles sont entrées après d'une certaine manière, quoi. Par exemple, pour les camps d'extermination à Chambre à gaz, il y avait, enfin, les SS n'étaient plus là quand l'armée rouge est arrivée, ils avaient tous fui, donc bon, enfin, très compliqué. Moi, je sais pas, les quelques films que j'ai vus qui traitent du sujet, que ce soit la liste de Schindler, par exemple, bon, évidemment, Shoah de Lanzmann, ou pardon, Nuit et brouillard que j'avais vu quand j'étais môme, par exemple, ou je me souviens plus, ce film russe, je crois, qui se passe dans un camp de concentration aussi, le nom m'échappe, dans un camp de concentration de femmes, je crois. Ça semblait plus facile peut-être encore de décrire la guerre, les boucheries, naissance d'une nation, ou même les révolutions, la guerre d'octobre. Là, on est face à quelque chose qui est peut-être même pas filmable, quoi. C'est pas un problème de... Parce que ça, c'est aussi un truc qui me gêne dans ce débat, c'est le truc... Enfin, c'est ce discours, c'est-à-dire c'est un truc, c'est un trick, qui consiste à dire on peut pas filmer. Genre, je me rappelle du débat qu'il y avait eu à l'époque de la liste de Schindler, que personnellement je trouve est un plutôt bon film, et j'ai pas compris l'acharnement de la critique française contre ce film, qui était généralement basé sur le fait que Lanzmann, lui, avait fait un vrai film sur la Shoah parce qu'on ne voyait rien. Je dis pas que le film de Lanzmann n'est pas c'est même d'ailleurs un chef-d'œuvre, je suis d'accord, et le parti pris qu'il a pris est extrêmement fort, et je suis d'accord. Mais est-ce que pour autant, il a lui indiqué qu'il n'y avait que cette manière de faire, qu'il avait comme posé lui une limite? C'est lui, jamais il le dit dans son film qu'il n'y a que comme ça qu'on peut filmer la Shoah. Il dit que c'est comme ça que lui il peut la filmer. C'est tout. Il n'a jamais posé d'interdit. Or, c'est bizarre. Il semblerait qu'effectivement, de plus en plus, on veuille dire non. La caméra, là, elle reste au bord du rail, là. Elle pénètre pas sur la rampe de sélection, là, ok? C'est comme aujourd'hui, là. Stop, on met la main devant, là. Filmez pas, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il y aurait quelque chose, là aussi, on est dans l'ordre du discours, c'est-à-dire, même moi, quand je dis les mots indicibles et ineffables, des fois, j'ai l'impression de répéter excuse-moi, mais des conneries que j'ai lues justement sur ce type de choses. Bien sûr que c'est indicible et ineffable, mais précisément la littérature, l'art, c'est justement pour rendre dicible ce qui ne l'est pas et pour nous faire voir ce qui n'est pas visible. Alors bon, sinon on s'arrête et on peint, on fait des natures mortes, on est bien d'accord. Donc là aussi il y a un problème. Qu'il y ait un problème, c'est-à-dire qu'effectivement, l'événement en question, j'allais dire, place la caméra face à une limite, d'accord. Qu'elle ait placé l'homme face à une limite aussi, on est bien d'accord. Mais est-ce que pour autant, il faut juste s'arrêter et dire, bon, bah alors ok, on rentre pas. Puis alors tout ça recouvert d'un discours soi-disant pour le respect des morts ou je ne sais... Ouh là là. Oui. Attendez. Non. Je pense qu'à un moment donné, au XXIe siècle, peut-être que un type, enfin ou une femme, peu importe, enfin, je veux dire un cinéaste, va dire ok, je vais le faire moi. On verra, hein. Si le type s'y prend maintenant, je voudrais dire qu'il risque de se faire salement avoiner. Mais par exemple, un exemple typique aussi pour parler de ça, c'est La Chute. L'espèce quand même de lynchage médiatique c'est-à-dire que le film soit bon ou mauvais, à la limite, là, ça a peu d'importance. C'était quoi l'argument? L'argument, c'était « Ah, c'est pas bien d'avoir montré Adolf Hitler comme un être humain. » Et c'était quoi? C'était un chat? C'était un être humain. Il était né d'un père et d'une mère, génétiquement, chromosomiquement. C'était un être humain. Comme toi, comme moi, comme un être humain.
Alors ça, oulala, alors oui, qu'on montre comme une espèce de figure tutélaire du mal, ça ok, ça marche. Mais si on le montre comme un être humain avec toutes ses faiblesses et qui doit se rendre au petit coin toutes les 30 minutes, là ça marche plus. Pourquoi? C'est cet être humain qui a fait le nazisme. C'est pas arrivé d'un astéroïde, là. Ça me semble aussi des choses typiquement de notre époque. C'est-à-dire qu'on va, on va voiler maintenant d'une espèce de néo-moralisme comme ça, ce que surtout on n'a pas envie de voir là. Et en plus, ma génération, tout particulier, enfin ma génération et les suivantes, où nous on a été éduqués dans l'idée du confort ludique ad vitam aeternam. Donc là, si on nous ressort Auschwitz, oh là 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 là, c'est, tu vois, ça fait un peu débandé comme on dit. C'est pas fun.